direct. Alors, si vous êtes là, si vous êtes connecté, je vous invite à vous manifester dans le chat. Comme ça, ce sera le signal pour moi que tout fonctionne. J'attends de voir un petit peu vos messages s'afficher. Bonjour Virginie. J'ai un premier bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Vanessa, Rachel, Patrick. Bonjour tout le monde. Bah, écoutez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos webinaires Culture RH. On ne se quitte plus, hein. On est là 2 fois par semaine maintenant, hein. Donc on enchaîne. Le mois de septembre est dense, il y a plein de sujets à aborder en cette rentrée pour les RH et on ne pouvait pas faire l'impasse sur le sujet des frais de santé et l'explosion des frais de santé, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, et on se retrouve avec 2 invités à qui je vais proposer de se présenter en quelques mots. Déjà peut-être Guillaume, puisque le micro est ouvert, je vois. Guillaume, en quelques mots, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites de beau? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et puis après, on passera la main à Benjamin. Alors, merci beaucoup Anaïs pour m'avoir convié à ce très 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 beau thème. Alors moi, je suis assureur, je suis dans les assurances collectives, hein. Je suis chez Groupe Amaganvie, je suis le directeur adjoint et notamment, je m'occupe du suivi du risque prévoyance santé collective des entreprises. Très clair. Merci en tout cas d'être avec nous. Et Benjamin? Bonjour à tous, merci Guillaume d'être parmi nous. Moi, je suis cofondateur de Bénéfice. Bénéfice, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter et de faire gérer vos avantages sociaux. Et donc, dans les avantages sociaux, on couvre notamment cette partie de complémentaire santé, pas que, mais on couvre ce sujet-là qui est aujourd'hui dans l'univers des avantages sociaux d'une entreprise qui représente une part significative du budget. Et donc, c'est un budget conséquent qui augmente. Et donc, on est là pour réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut trouver pour minimiser un petit peu cette augmentation. Ou pas. Super. Ou pas. Super. On est là pour à peu près 1 heure ensemble. Je le dis à chaque webinaire, mais je le redis si jamais c'est votre première fois avec nous ici. Ce webinaire, il est vraiment conçu pour vous. C'est votre webinaire, donc sentez-vous vraiment à l'aise de réagir, de poser des questions dans le chat. Et moi, je me ferai un plaisir de relayer vos réactions auprès de Guillaume et Benjamin. Profitez-en, c'est le moment. On a deux experts du sujet, donc ils mettront toute leur application à essayer de vous répondre. Et puis on gardera un tour à la fin si jamais des questions sont restées en suspens. Bien évidemment, le support vous sera aussi transmis et le replay sera accessible à la fin de ce webinaire. Donc, je pense qu'on peut tout de suite mettre les pieds joints dans le sujet. On parle d'explosion de frais de santé, on parle d'un phénomène de société. On a pensé qu'en ouverture, ça serait bien d'avoir un peu une vision un peu plus globale, un peu plus sociétale, une analyse de la situation, où est-ce qu'on en est. Et je vais laisser Guillaume nous briefer, nous guider, nous partager son analyse pour cette entrée en matière. Alors, merci Anaïs. Oui, moi, je souhaitais déjà planter le décor. Vous savez qu'actuellement en France, là, il y a une instabilité politique depuis maintenant quelques années d'ailleurs, avec la dissolution de l'Assemblée. Et quand on regarde un peu, souvent, le fait, c'était quand même bien la protection sociale, hein. Notamment, on dit que la France, il faut qu'elle réduise le budget. Et on va voir que finalement, cette notion de protection sociale en France, qui est vraiment identité française depuis la Seconde Guerre, hein, la sécurité sociale à 80 ans, on voit bien que c'est vraiment dans le débat politique et le débat sociétal. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que en France, c'est vrai que le montant des prestations sociales, donc c'est tout confondu, hein, on voit à droite l'assurance vieillesse, la santé, la famille, bien sûr l'emploi, l'assurance chômage, etc. Et c'est 850 milliards d'euros. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1/3 du PIB, donc en gros de la richesse produite en France chaque année. Et ça, c'est là où on est champion du monde. Sur les prestations sociales, on est quand même haut du panier, mais c'est sur le ratio par rapport à la richesse qui est extrêmement forte. Et vous savez qu'une des raisons, hein, je vais être assez court, mais une des raisons, c'est qu'en France, quand même, on a notamment une population active qui est assez faible par rapport à d'autres pays, parce que à la fois nos seniors travaillent moins longtemps que dans d'autres pays, et qu'aussi, de l'autre côté, les jeunes
tardent à rentrer dans le marché du travail. Et on voit bien que ce critère, il est très important parce que ça coûte au pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la protection sociale, mais ça coûte beaucoup au pays et on va voir en quoi, finalement, ça va marquer pendant longtemps la trajectoire française, notamment des budgets et de cette protection sociale. Alors, il faut quand même dire que cette protection sociale, cette identité française marche quand même bien, même si elle coûte très cher, puisque ça permet quand même de réduire le taux de pauvreté. Donc, on voit quand même que d'avoir un système de sécurité sociale en France, entre guillemets, qui est généreux, permet quand même de redistribuer la richesse. Donc, ce n'est pas négatif, mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher au pays. Et si on continue un petit peu, en prochaine slide, on voit bien quand même que vraiment un des sujets aussi spécifiques à la France, c'est qu'en France, on a une sécurité sociale qui est chroniquement déficitaire. On vous a mis toutes les années, et vous voyez que depuis une vingtaine d'années, on aurait pu remonter jusqu'aux années d'ailleurs quasiment 75, on a une sécurité sociale qui est déficitaire. Et ça veut quand même dire quoi qu'elle est déficitaire? Ça veut dire que finalement, le système social français étant déficitaire, génère une dette sociale, et quand on dit dette sociale, dit que cette dette sociale, elle va être prise en charge par les générations futures. Et on voit bien qu'on est à la limite du système, on en parle beaucoup, puisque en France, on parle beaucoup maintenant du niveau d'endettement. Vous avez vu que récemment, Fitch a baissé la notation de la France, donc on voit que la France étant très endettée, les investisseurs hésitent, ou en tout cas le taux d'investissement, le taux de risque est plus élevé. Et donc, si on passe à encore la slide supplémentaire, on voit que le sujet qu'on a, c'est que, en fin de compte, quand on analyse un peu, on voit bien que dans les prochaines années, ce déficit, il peut qu'augmenter. Je vais donner quelques raisons. Il peut qu'augmenter parce qu'on a un vieillissement de la population, comme d'ailleurs dans tous les pays, mais notamment en France, la population, et y compris la population active, vieillit. Et on sait bien que la consommation médicale ou l'arrêt de travail est lié en fin de compte à l'âge moyen. Donc, quand vous avez un âge moyen de la population qui vieillit, vous avez une consommation qui est plus forte. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'inflation médicale. On est dans un monde quand même où on soigne mieux, mais ça coûte très cher. Les traitements médicamenteux sont de plus en plus chers. Les traitements aussi, tout ce qui est radiologie, tout ce qui est imagerie coûte de plus en plus cher. Donc, on est sur des facteurs qui sont inflationnistes. Et en France aussi, on en parle aussi beaucoup, c'est que globalement, quand même, les professionnels de santé les salaires moyens sont assez peu élevés. On parlait du médecin. Qui, globalement, en France, qui fait quand même, certains font 11-12 ans d'études et ont un salaire moyen qui est quand même assez contenu par rapport aux autres pays développés. Et donc, on voit bien que pour toutes ces caractéristiques, donc de vieillissement, de revalorisation des professionnels de santé, d'inflation médicale, on va être sur des montants de la sécurité sociale qui vont évoluer. On en parle beaucoup sur la retraite, mais on pourrait dire exactement la même chose en santé. Donc, ne nous trompons pas, on est sur un système de protection sociale qui va coûter de plus en plus cher et donc qui va nécessiter que les pouvoirs publics prennent des mesures importantes. Et comme ces mesures importantes, on voit bien politiquement, ont du mal à passer, on voit bien tout ce que ça veut dire, mais ne nous trompons pas, il n'y aura pas d'autre choix. Il y aura, à un moment donné, des choix qui feront que la Sécu, sans doute, va prendre un peu moins en charge au fil de l'eau et que finalement, les complémentaires, il va y avoir des transferts de charges ou des prélèvements sur les assureurs qui font que le coût de la santé et de la prévoyance complémentaire va augmenter. Pour vous donner un ordre d'idée quand même, ce marché de l'assurance collective pour les assureurs est un marché significatif. On vous a donné des ordres d'idées. Si vous sommez l'ensemble des montants de ce marché de la santé et de la prévoyance des entreprises, on arrive à 40 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, 40 milliards d'euros en France, on dit que l'assurance, en France, l'assurance globale, toutes branches confondues, c'est moins de 300 milliards. Donc, vous voyez que déjà le poids de ce marché de l'assurance prévoyance santé des entreprises est important. Et ce poids, pour les raisons que j'ai évoquées, notamment ces transferts de charges entre la sécurité sociale et
des assureurs privés, et donc financés par les entreprises et les salariés, on va en parler avec Benjamin, va augmenter. Et la prévoyance aussi, on parle beaucoup, si on peut passer à la slide d'après, quand on regarde aussi un peu, c'est qu'on parle de la santé, vous savez qu'aussi le deuxième sujet, c'est bien l'absentéisme, on en parle aussi beaucoup. L'absentéisme augmente. Ce n'est pas qu'un problème français d'ailleurs. On parle souvent, vous savez, de l'Allemagne qui est vertueux, mais de l'Allemagne, il y a un absentéisme qui est au moins aussi fort que celui de la France. Donc on sait que c'est aussi un mécanisme un peu générationnel. Quand on regarde les stats, l'ensemble maintenant, vous savez qu'il y a quelques années, on disait que l'absentéisme était surtout sur les plus de 50 ans. C'est plus vrai. L'absentéisme maintenant, et quelle que soit la population active, les jeunes s'arrêtent assez tôt. Les jeunes sont en partie en arrêt de travail. Bien sûr, les arrêts longs se concentrent plutôt sur les gens de plus de 50 ans parce que les pathologies sont sont pas les mêmes. Mais globalement, il y a un sujet d'absentéisme. Donc, vous voyez que ça soit la santé ou la prévoyance, on est bien sur finalement un système de protection sociale, donc à travers les indemnités journalières en arrêt de travail et à travers les prestations santé de la sécurité sociale qui vont fortement augmenter. Et donc, par répercussion, à un moment donné, les indexations, si on passe à la slide de l'après, les indexations, on voit bien que les indexations resteront assez élevées sur le marché de la santé et de la prévoyance des entreprises. Le rythme peut être un peu, comment dirais-je, pas forcément le même selon les années, puisque, comme je l'ai évoqué, ça va dépendre aussi du pouvoir public et au fil de l'eau des mesures de transfert, d'imposition supplémentaires. Mais ne nous trompons pas, on aura des indexations régulières sur ce marché et largement supérieures à l'inflation. On sait qu'en France, on a une inflation qui est maintenant assez faible. On parle de 1%, entre 1 et 2%, mais on sait que cette inflation médicale et de l'absentéisme, on la situe plutôt à 5-6%, voire un peu plus. Vous voyez, donc, on va être sur des marchés où effectivement, le coût, et donc ça va de plus en plus peser sur la masse salariale des entreprises, c'est inévitable. C'est plutôt alarmant comme, comme constat, là, pour le coup. Oui, oui, bien sûr. Le mot alarmant, je ne l'aime pas trop, puisque, en tout cas, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui va… Il est logique, en tout cas. Il est logique. Exactement. Il est dans la continuité. Exactement. Donc, je pense qu'il s'explique assez bien, et on prendra les questions des auditeurs, mais je pense qu'il s'explique assez bien. Donc, il faut plutôt l'intégrer, et après, on verra, c'est des choix. C'est des choix de chacun, c'est des choix de l'entreprise, c'est aussi la volonté des salariés, c'est des vrais choix. Mais ne nous trompons pas, effectivement, c'est un phénomène qui va être inéluctable. On va y venir. En tout cas, je trouve ça vraiment… je me mets à la place de l'audience et moi-même, voilà, en m'intéressant à ce qui se passe politiquement parlant aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant parce que là, je viens d'apprendre plein de choses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'endettement, mais est-ce qu'on comprend vraiment de quoi il s'agit en tant que citoyen? Ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que les RH sont un peu plus avertis, mais je trouve super intéressant d'avoir pu avoir cette explication, ouais, ce panorama. C'est super intéressant pour pouvoir bien comprendre pourquoi on en est là et pouvoir effectivement après aborder la partie plus entreprise. Benjamin, je pense que tu as des choses à nous partager aussi pour compléter ce constat et ensuite aller vers la partie un peu plus solution, on va dire. Exactement. Et finalement, pour moi, c'est un peu un des deux points qu'il faut retenir. Si vous retenez à la fin de l'échange, je serais ravi. Mais en fait, ce que dit Guillaume, c'est cette dérive, elle est, ce que tu disais, Anaïs, c'est un peu noir, mais en fait, elle est un peu inéluctable. La tendance, elle est assez lourde. Voilà, il y a des solutions, hein, c'est financé. Mais voilà, il y a cette tendance d'augmentation, de dérive, d'explosion, selon l'intensité de marketing qu'on met, des frais de santé. Et aussi ce que voilà, Guillaume élégamment ne disait pas, mais si on prend les choses de manière très froide, nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, les entreprises consomment plus que ce qu'elles ne payent, puisque l'entreprise paye cette complémentaire santé. Et quelque part, voilà, le constat est là. L'entreprise va globalement avoir une consommation en dérapage, on y reviendra. Et l'assureur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient financer la première année. Quand vous payez 100 et que vous consommez 130,
finalement, les 30 d'écart, c'est l'assureur qui prend la pomme. Et l'assureur, il n'est pas là. Il y a différents types d'assureurs, mais quels qu'ils soient, ils ne sont pas là pour financer tout ça. Donc, ils prennent souvent une pomme sur une année. Ils peuvent accepter de la prendre sur quelques années, mais de la même manière qu'il y a une tendance assez lourde à la dérive des frais de santé, finalement, il y a une tendance qui est que l'assureur, il doit retrouver ses petits et donc arrêter en fait de payer pour une dérive des frais de santé. Donc, quelque part, voilà, le schéma, c'est l'assureur, il va payer la première année, mais au bout, et c'est ça à quoi correspond l'augmentation de la complémentaire santé, c'est à l'entreprise de payer sa consommation. Et donc, en fait, cette conso, elle est aujourd'hui, elle est cofinancée. Donc, la complémentaire santé depuis 2016 est obligatoire. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais l'entreprise doit financer. Et le salarié aussi la cofinance. C'est quelque chose qu'on verra après, mais je rappelle que si on prend un schéma classique, l'entreprise va en financer une moitié. Le salarié va financer en tout cas l'autre partie. L'entreprise, sur ce qu'elle finance, elle ne fait pas que financer le prix de la complémentaire santé, elle paye des taxes aussi, le forfait social, dont on entend parler maintenant sur d'autres dispositifs. Mais donc l'entreprise va payer un forfait social sur la part qu'elle finance. Mais ce qui est peut-être un petit peu plus obscur aussi, c'est que le salarié, en plus de payer lui sa part, il va aussi payer des taxes, de l'impôt sur le revenu et de la CSG sur la part qui est financée par son entreprise. Donc, en fait, il y a une sorte de double financement. Un financement auprès de l'assureur pour qu'il puisse payer, et puis de celui qui gère les prestations au quotidien pour qu'il puisse assurer quelque part son travail au quotidien de rembourser les frais de santé. Mais il y a aussi des taxes qui sont prélevées là-dessus, pour toutes les raisons qu'évoquait Guillaume, en plus des autres taxes pour refinancer le système. Mais voilà, il y a une sorte de double financement. Mais au bout du bout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'assureur, il va peut-être payer 1 an, 2 ans, mais quelque part, c'est l'entreprise qui va, et ses salariés, qui vont finir par la payer la complémentaire santé. Mais la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que, comme souvent dans la vie, c'est que quand vous payez les choses, vous avez un peu le droit de choisir et vous avez un petit peu les cartes en main. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer après. C'est voilà, finalement, partons du principe, du postulat que c'est l'entreprise qui a les cartes en main et qui paye. L'entreprise va pouvoir choisir. Et donc, pour pouvoir choisir, de quoi a-t-on besoin ? Parce que, vous voyez, derrière ce constat que fait Guillaume, on a essayé d'apporter des chiffres pour, de manière objective, dire qu'il y a une dérive des frais de santé. Il y a une dérive des frais de santé à une échelle globale. À l'échelle de l'entreprise, certaines entreprises consomment, les salariés consomment, d'autres moins. Et pour nous, la clé, en fait, d'une discussion pertinente, à minima à l'échelle de l'entreprise, c'est de se dire, OK, mais c'est quoi l'état des lieux dans ma boîte ? Et en fait, nous, on voit autant de types de consommation que finalement de clients. Mais ce qui pour nous est important, c'est finalement que vous, qui êtes parmi nous, qui êtes certainement des RH, qui êtes patrons de boîte, qui en tout cas prenez, manipuler tous ces sujets, vous avez le droit de demander, de réclamer ces infos, de les avoir et de vous faire un avis. Et finalement, les bonnes questions et les solutions ne seront possibles que si jamais le constat ramené à l'échelle de votre entreprise est posé. Et donc, ça veut dire quoi, ce constat ? Un exemple, c'est de savoir précisément qui va consommer dans l'entreprise. Il peut y avoir des boîtes qui ont une politique qui se veut généreuse en disant tiens, je vais financer les conjoints. J'ai absolument rien contre les conjoints, mais ce que je rappelle, c'est qu'il peut y avoir parfois des conjoints qui consomment plus que les salariés et que dans des victoires du capitalisme, c'est d'avoir fait travailler les conjoints, mais que voilà, aujourd'hui, on voit sur des populations qu'on assure, ça dépend des conventions collectives, etc., mais souvent le conjoint travaille aussi, et le conjoint, en fait, son employeur est tenu de lui fournir une complémentaire santé. Donc, quand vous financez le conjoint d'une entreprise, vous financez un peu l'employeur du conjoint. Donc, derrière quelque chose qui peut se vouloir très, très sympa à l'échelle de la boîte, vous mettez des euros qui peuvent ne pas servir forcément les intérêts de tous vos salariés. Ou pas, ou ça se débat et on y viendra après, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qui paye, pour qui je paye et qui consomme quoi. De la même manière, vous pouvez avoir des entreprises, vous avez des plans de départ. Le plan de départ, on rappelle qu'en assurance, souvent, il y a la portabilité qui s'applique. La portabilité, c'est
de pouvoir bénéficier, et là encore, hein, c'est beaucoup de mécanismes très protecteurs qu'on a et qui sont top, mais la portabilité, c'est je continue à bénéficier de la couverture d'entreprise en frais de santé, mais je cotise 0. Donc, d'une certaine manière, si vous avez des départs massifs dans votre entreprise pour des raisons X ou Y, hein, malheureusement économiques ou autres, ça derrière, ça peut venir alourdir votre compte. Et de manière beaucoup plus triviale, dans une entreprise, les salariés vont consommer de manière différente, sur des postes différents, etc. Et c'est intéressant, pas de savoir qui consomme quoi, hein, personne ne donnera cette info, là encore heureusement, mais de savoir globalement comment ça se répartit. Est-ce que finalement, une fois que vous avez ces informations-là, il n'y a pas 54 figures possibles. On pourra en parler, mais évacuons le cas, puisqu'on est plutôt dans le thème de la dérive et de l'explosion où la conso est équilibrée, mais globalement, il y a 2 cas de figure. C'est ou bien quand on va vous annoncer une augmentation et qu'on va vous dire que vous consommez beaucoup, en fait, ou bien vos salariés ont globalement tous beaucoup consommé, ou bien la consommation est l'apanage de certains. Et en fonction de ça, finalement, vous allez avoir une question à vous poser, ou peut-être quelques questions à vous poser, et de là émergeront les solutions. Mais globalement, si vous êtes dans un des rares cas, hein, ce n'est pas le cas le plus fréquent, où tout le monde consomme, moi je dis souvent c'est une bonne nouvelle. Guillaume aura peut-être un avis différent, mais globalement, si tout le monde a consommé, en fait, il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous n'êtes pas dans ce qu'on verra après, se dire, OK, qu'est-ce que je fais sur mes garanties, etc. Globalement, vous venez en fait répondre aux 2 façons d'appréhender cet avantage social qui est la couverture santé. Vous êtes à la fois dans une logique assurantielle, tout le monde a été protégé par la complémentaire, a pu consommer, mais vous êtes aussi dans une dynamique pouvoir d'achat, avantage social. Je rappelle que les avantages sociaux, au-delà d'avoir un caractère pour certains obligatoire, c'est le cas de la mutuelle, ils ont un intérêt, c'est ce qui les définit, c'est que finalement, en contrepartie du fait de venir les proposer à tous, l'intérêt, c'est qu'ils sont un petit peu moins taxés. Vous savez qu'il y a 2 types de taxes globalement en France, les charges sociales patronales et puis la fiscalité, l'impôt sur le revenu. Et la mutuelle, finalement, quand je suis employeur, on me donne une couverture. Quand vous faites un budget, vous vous dites, par rapport à du salaire, la mutuelle va quelque part, je ne vais pas payer de charges patronales dessus, et mon salarié va payer une partie des charges sociales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le regarde, je sais que ça peut être clivant, mais si je regarde ça comme un élément de pouvoir d'achat, mais c'est le cas. Quand vous avez des salariés qui consomment de la mutuelle, qui ont besoin de soins, Guillaume le disait, les gens font attention à leur santé. Si vous n'aviez pas une complémentaire, ils dépenseraient depuis leur compte bancaire. Donc, on est bien dans un élément de pouvoir d'achat. De manière très froide clinique, vous donnez des euros. Quelque part, vous pouvez donner plus d'euros en tant qu'employeur en donnant une bonne couverture qui est bien utilisée qu'en donnant du salaire. Et donc, quelque part, même si la potion peut être un petit peu amère en fin d'année, quand on vient toquer à votre porte en vous disant vous avez beaucoup consommé, donc maintenant il faut un peu revenir à l'équilibre, d'une certaine manière, il faut prendre l'augmentation, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et ce que je conseille, c'est d'essayer de l'inclure dans la politique de rémunération. L'augmentation a le bon goût de prendre effet qu'au début de l'année suivante. Donc, c'est de la réfléchir en se disant, OK, on parle peut-être de 10, 15, 20 euros en plus par mois. C'est 10 euros si je les prenais à ma charge, moi, en tant qu'employeur. Vous voyez, c'est 120 euros à l'année. Et quelque part, de concevoir que c'est le niveau zéro de votre augmentation générale salariale. Parce que là encore, il n'y a pas trop de débat, en fait. C'est utilisé, ça protège mes salariés. Et en même temps, c'est des euros qui sont, vous voyez le schéma, qui sont plus efficaces. Mais ils sont efficaces d'un point de vue pouvoir d'achat parce qu'ils sont utilisés par tous. Oui, ça fait sens dans un cas comme ça. Benjamin, juste, j'en profite, comme tu parles d'augmentation, je veux juste rebondir sur une question de Carole dans le chat qui explique un peu son cas, mais peut-être que vous pourrez l'un et l'autre apporter des éclairages. Elle dit « Bonjour, certaines mutuelles nous expliquent que nous sommes mutualisés avec d'autres entreprises car nous sommes trop petits et qu'ils ne peuvent donc pas nous donner un état de nos postes de consommation pour analyse. Ils nous imposent donc des augmentations sans que nous puissions regarder et agir sur nos garanties. Est-ce que c'est normal ?»
Donc, je vais peut-être répondre, si tu me permets, Benjamin, parce que là, ce qui est intéressant, c'est de débattre et peut-être aussi de reprendre. Là, je regardais le chat et en fait, de réagir aux différents Bien échanges, sûr. notamment de Méline. Et oui, on est quand même, alors, en France quand même, et ça, c'est culturel, hein, on est quand même dans un pays où l'accès à la santé est quand même très élevé. Je vais vous donner quand même 2-3 exemples. Le premier, c'est le tiers payant. C'est une spécificité, hein, c'est assez français, hein, le fait de ne pas débourser. Alors, c'est peut-être bien, hein, mais beaucoup de pays, on doit d'abord débourser l'argent. En France, le tiers payant, cette notion de tiers payant, elle existe depuis beaucoup d'années. Donc, moi, je pense que c'est bien, mais ça incite bien évidemment à la consommation. Là, on parle des médicaments et bien évidemment, on a quand même en France une industrie des médicaments qui est élevée. On a une industrie aussi des verres. On a notamment l'histoire des champions du monde. On a des nombres, des fois, par exemple, les opticiens, c'est qu'en France, il y a le même nombre d'opticiens qu'aux États-Unis. Les États-Unis, vous Ah voyez oui. bien la dimension, c'est le même nombre. Donc, vous voyez qu'il y a un tissu qui fait qu'à un moment donné, il y a une consommation parce qu'il y a une offre qui est très importante et finalement un financement qui est, encore une fois, avec le tiers payant, qui est quand même très accessible. Et donc, bien évidemment, il y a des excès. En France, on sait bien aussi que les médecins sont très prescripteurs de médicaments et d'arrêt de travail par rapport aux autres pays. Vous voyez, donc, il y a une culture de la consommation. Bon, et ça, malheureusement, comme c'est une culture qui existe depuis très longtemps, c'est dur de juguler une culture, de changer les comportements. Hein, que ce soit les consommateurs, entre guillemets, les médecins, etc. Donc, justement, ça, c'est un effet qui fait qu'on va continuer à avoir des dépenses très fortes parce que ce n'est pas évident de changer cette culture-là. Deuxièmement, c'est ce que disait très bien Benjamin, tout ça, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi du niveau de garantie, puisque plus vous avez un niveau de garantie complémentaire qui est important, plus vous êtes quand même incité, bien évidemment, à consommer. Mais d'un autre côté, quand même, par rapport à ce que disait Benjamin, n'oubliez pas notamment qu'à Paris, ça dépend beaucoup des endroits, zones géographiques, mais à Paris, il y a beaucoup de professionnels de santé avec des dépassements d'honoraires. Il y a certaines spécialités où vous êtes obligé d'avoir des dépassements. La mutuelle, quand même, finance les dépassements. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir, donc c'est ça qui est, donc vous pouvez avoir des situations quand même où les personnes ont besoin, même s'il y a une couverture qui est assez bonne de la sécurité sociale, la complémentaire quand même peut jouer dans des situations, notamment les femmes. Hein. Il y a des études qui montrent que les femmes, 30 ans, les soins gynécologiques, les jeunes enfants, ça peut coûter quand même très cher. Et là, la mutuelle complémentaire, elle a un rôle qui est important. Bien évidemment, il y a une question sur finalement les mutuelles et le fait d'avoir des statistiques. Je vois que c'est bien l'argument de Benjamin. L'argument de Benjamin, c'est de dire, en tout cas, on vous doit de la transparence pour que que votre choix soit éclairé. Et ça, bien évidemment, je pense que c'est le gros avantage de Bénéfice, c'est de pouvoir, en temps réel, vous donner l'ensemble des informations. Et après, c'est à vous de faire le choix. Je ne sais pas s'il y a un bon ou il y a un mauvais choix. Vous voyez, ça peut être une question d'éthique, ça peut être une question, bien sûr, de budget d'entreprise, ça peut être une question aussi de motivation des salariés, d'hétérogénéité de situation. Une entreprise de casse-tête dans le Syntec, elle n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une entreprise de Oui, c'est pas les mêmes en contextes. province qui fait de l'industrie lourde. Vous voyez, mais je pense que ce qui est important, et là où il faut que vous soyez exigeant, c'est d'avoir les éléments pour prendre la bonne décision. D'où l'importance que Benjamin, tu citais, le fait d'auditer. C'est un audit, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est après d'avoir les infos. Mais pour compléter la réponse à Carole, c'est nous en chiffres, pour vous dire ce qu'on fait, mais il n'y a pas de, comme dit Guillaume, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Nous, en dessous de 15 salariés, on mutualise. C'est-à-dire qu'on a beau pouvoir vous donner les infos. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour deux raisons. La première, c'est que, je vais prendre un cas extrême, mais vous avez une boîte de 3 salariés. Quelque part, le but n'est pas d'aller regarder qui a consommé, et vous savez très bien qui va consommer si on donne les infos. Donc déjà, il y a un sujet de leak d'infos de santé, mais ça n'a pas de sens.
ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, il faut voir ça sur quelque chose de pluriannuel. Et donc, il faut être intégré dans un groupe. C'est ça la mutualisation, c'est de se dire, et c'est lié à mon deuxième point, c'est qu'en fait, on constate qu'on a une énorme volatilité sur les risques. Vous pouvez être très, très bon élève une année, mauvais l'année d'après, mais parce que vous êtes deux, vous allez faire une paire de lunettes, votre conso, elle a explosé. Donc, quelque part, ça n'a pas de sens de faire ça. Et là, on serait dans de l'hyper-individualisation, etc. Donc, la question, c'est le seul, vous le mettez où? Est-ce que vous le mettez à 15? Est-ce que vous le mettez à 20? Est-ce que vous le mettez à 50, à 100? La mauvaise raison, c'est de ne pas le faire par incapacité à produire les données. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut que ça soit consécutif d'un choix. Nous, une quinzaine de salariés, c'est à peu près 30 personnes. On considère que ça fait sens, mais ça pourrait faire sens à 20, un peu plus haut. Mais voilà, c'est à peu près ça où c'est un bon cut pour se dire en dessous, c'est mutualisé et c'est comme ça. Et quelque part, quand vous êtes mutualisé, c'est un peu les premiers slides de Guillaume. C'est de se dire, vous allez suivre l'augmentation naturelle sans pouvoir agir. Vous pouvez agir, hein, vous pouvez baisser d'une quote-part vos garanties, mais bon, globalement, malheureusement, vous suivez. C'est quand vous êtes un peu plus de salariés où là, globalement, c'est raisonnable de se dire que vous pouvez agir. Et donc, pour aller finalement sur le dernier cas, et c'est ce que disait Guillaume, il n'y a pas de jugement. Le but n'est pas de juger, justement, et Guillaume rappelait très bien, c'est que vous soyez une boîte Syntec ou une boîte métallurgie, les besoins sont différents. À notre sens, une fois que vous avez l'info, il y a une question à se poser, c'est cet avantage social complémentaire intensité. Moi, je l'aime bien parce qu'il est, je dis souvent, il est mixte. C'est-à-dire que vous avez à la fois vous pouvez l'apprécier, l'appréhender comme de l'assurance. D'ailleurs, on parle d'assurance souvent. Et derrière le terme d'assurance, j'ai une définition que j'aime bien. Moi, je dis, c'est en contrepartie d'une cotisation tous les mois, se prémunir contre un risque financier inacceptable. Deuxième salle, on le rappelait, ça réduit la pauvreté. Il y a un terme qu'on n'a pas abordé qui est le renoncement aux soins. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir rendu le complémentaire obligatoire en 2016. C'est bien donc on n'est pas là pour venir casser, faire exploser le système des assurances. C'est bien aussi qu'il y ait cet effet de mutualisation d'assurance. C'est ce que j'appelle l'assurance totem. Et c'est pas mal, au contraire, c'est noble de considérer à l'échelle de son entreprise que vous vouliez faire une sorte de bouclier auprès de vos salariés de deuxième sécu. Vous voyez, la sécu va rembourser 75% des soins. Vous allez apporter un remboursement complémentaire, protéger vos salariés pour que, dans les cas qu'évoquait Guillaume, parce que vous avez une population de jeunes femmes qui peuvent avoir des enfants, parce que aussi vous pouvez le décider. C'est ça qui est hyper important en fait là-dedans, c'est de le faire en connaissance de cause, c'est d'agir dessus. Vous pouvez aussi décider à l'échelle de votre boîte de vous dire on est 50. Je sais qu'il y a un enfant qui est en situation de handicap chez mes salariés, je sais que c'est des frais, ou je sais que j'ai un enfant qui a besoin de lunettes avec des verres très complexes, et je considère que c'est ma responsabilité d'employeur de fournir quelque chose qui va permettre de diluer cette charge financière auprès de tous. Voilà, moi, je trouve ça, et si on avait le cas dans l'entreprise, c'est ce qu'on ferait. Je trouve ça sain, et je trouve aussi que c'est un bon moyen d'activer encore plus dans ces temps le dialogue social en se disant moi je décide que c'est ma responsabilité employeur de faire ça et de mutualiser ce risque au niveau de tous les salariés, d'éviter que un de mes salariés ait à supporter une charge financière qui soit inacceptable. Et de l'autre côté, et vous avez tout autant le droit, et c'est ça en fait le deuxième point pour moi à retenir aujourd'hui, c'est vous avez tout autant le droit de dire mais d'une certaine manière, c'est pas très équitable. Parce que quand vous êtes dans un cas où vous avez ce qu'on voit très souvent, 4% des salariés qui consomment pour la moitié des soins et que finalement, à la fin de l'année, il y a 30% d'augmentation, c'est tout le monde qui va payer. Et au risque d'avoir des commentaires négatifs sur le sujet, mais moi, je crois fondamentalement que derrière, quand vous prenez votre tableau de garantie, quand vous regardez concrètement des cas de vie, il y a derrière chaque garantie à la fois une garantie qui est nécessaire, mais vous avez aussi des garanties de confort. On me cite souvent si il y a un salarié qui a un cancer, un salarié qui a un cancer, demain, s'il va à l'hôpital public, qu'il est opéré, à l'exception du forfait journalier, il ne paye pas 1 euro. Oui, si vous allez à l'hôpital américain et vous allez payer plus cher, mais il existe, et c'est la force, pourquoi le modèle aujourd'hui de sécurité sociale y dérive, parce qu'on a un système qui est de base assez protecteur. De la même manière, moi je prends le cas,
je dis tout ça, mais je suis très mauvais élève, hein, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Ma fille, je suis allé lui faire des lunettes, elle avait besoin de lunettes. Bon, ben voilà, je n'ai pas demandé à l'opticien s'il y avait des montures. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma fille? J'ai regardé les montures qui lui allaient le mieux. Et voilà. Et puis la monture, elle coûtait 180 €. Est-ce que la monture, c'est de l'assurance? Voilà. Et donc, est-ce que la chambre particulière, c'est de l'assurance? Quelque part, vous n'allez pas dormir dehors si vous ne prenez pas une chambre particulière. Volontairement, je suis caricatural, mais ce que je veux dire, c'est que derrière chaque acte, on peut se dire qu'il y a une part de confort dans certains actes. Donc, il n'y aura pas un renoncement aux soins. Oui, Guillaume le disait très bien, si les 3 pédiatres qui sont autour de chez vous sont des pédiatres, c'est mon cas à Paris, où c'est 80 € la séance, effectivement, vous ne pouvez pas trop faire autrement. Quand vous êtes hospitalisé, vous n'avez pas peut-être la clairvoyance de dire, tiens, si j'allais à l'hôpital public, et vous allez peut-être aller là où vous avez vos habitudes. Mais je trouve ça intéressant de se poser la question et de se dire, voilà, derrière cette consommation qui est individuelle, c'est pas faire renoncer mes salariés aux soins que de peut-être baisser la couverture et en passer une partie en option que chacun sera capable de prendre. C'est équitable aussi, tout comme quelque part le fait de mutualiser, de créer un deuxième bouclier est vertueux. C'est aussi vertueux de se dire, ouais, mais bon, moi, j'ai une population, j'ai des jeunes, et en fait, pourquoi est-ce qu'ils paieraient pour les 10% qui excusez-moi, parfois vont se régaler et vont à l'hôpital américain qu'on n'a pas forcément besoin. Là encore, c'est caricatural, mais ça vous permet de vous poser, je pense, les bonnes questions. Et donc, ça s'étudie tout ça. Voilà. Et je pense que la bonne question à se poser, en tant que DRH, en tant que CEO, à poser dans la boîte, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça n'est pas dans une optique de radinerie en se disant je vais baisser. Non, l'argent, vous pouvez le dépenser ailleurs. Quand je disais tout à l'heure, quand on dépense, consommer mieux, investir mieux et consommer mieux. Exactement, c'est pas ça ou rien, parce que sinon, souvent dans le côté avantage social, il y a ce côté, non mais si on... Ah, je crois que c'était moi qui avais bugué. C'est Benjamin qui a bugué, je crois. Ouais, je pense que... donc peut-être que si si en même temps je laisse Benjamin revenir, n'hésitez pas, au niveau du... Ah, ça y est, tu es revenu, Benjamin? Pardon, oui. En t'attendant, Virginie disait merci Benjamin, c'est du bon sens citoyen d'abord. Exactement. Et pardon pour la petite interruption, mais je disais en tout cas, la question se pose. La question doit se poser légitimement, tout comme vous pouvez aussi faire de pédagogie dans la boîte pour expliquer qu'il y a des moyens de peut-être consommer un petit peu moins. Mais là encore, c'est pour moi, dans votre entreprise, nous, on essaie de favoriser le dialogue social. C'est notre mission, votre mission. Et voilà. Et je trouve que c'est les premières briques du dialogue social de se dire, si je ne prends pas, je baisse mes garanties en mutuelle, je peux déployer l'argent ailleurs où il y a une utilité. Je vais aller encore plus loin dans ce qu'on disait. Je vais reprendre l'exemple de Guillaume sur le pédiatre à 80 € en région parisienne. OK, mais le pédiatre à 80 €, si vous avez une cotisation à 100 € tous les mois, vous en payez un bout, ne serait-ce qu'en taxes. Est-ce que quelque part, si vous aviez un remboursement qui faisait que vous aviez 20 € de reste à charge, et que finalement, ce que vous économisez sur la cotisation, vous l'avez à côté, pour payer vos vacances, pour payer votre homme ou femme de ménage, vous voyez, c'est poche droite, poche gauche. Est-ce que ça serait grave? Est-ce qu'on serait là-dedans dans le renoncement à un soin? Est-ce que vous n'emmèneriez pas vos enfants se faire soigner quand ils ont 40 de fièvre s'il y a ça? Je pense que la question peut se poser. Et c'est quelque chose que disait très bien Guillaume, moi j'appelle ça le bon goût du gratuit, c'est que quand les garanties sont stratosphériques, en fait, on ne se rend plus compte de qui paye. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la Sécu est à bout de souffle, que l'assureur ne vous paiera pas pendant toute une vie de dépassement. Donc, en fait, au bout, c'est vous et vos salariés qui allez le payer. Donc c'est comme un budget individuel. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question de le faire. Et le bon sens citoyen, j'aime bien cette expression parce que qu'est-ce qui se joue derrière? OK, il se joue le côté pouvoir d'achat des salariés, etc. Mais ce qui se joue, c'est la préservation du modèle. Parce que si finalement, tout dérape de 10% par an, on y revient, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et puis, la Sécu va dire stop. Les assureurs, peut-être au bout d'un moment, vont finir par dire stop. Et l'entreprise, elle va dire au bout d'un moment stop. Donc, vous voyez, c'est voilà. En tout cas, sans arriver à ces scénarios catastrophes, je trouve ça vraiment dans une logique de bon sens et de gestion de budget, de se poser la question de est-ce que mes euros sont correctement alloués et d'oser cette question. Voilà, d'oser cette question. Moi, j'ai souvent le côté assurance totem. Je le respecte, je l'entends. C'est ce qu'on fait chez nous.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on le fait de manière volontaire. On le fait parce que c'est décidé, on le fait parce que c'est basé, c'est backé par des données. C'est une décision, là encore, active. Ce n'est pas subi, c'est pas bon, voilà, bah oui, ça augmente, bon, tant pis. Et que de la même manière, on pourrait demain se poser la question de venir moduler les garanties. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez les cartes en main pour pouvoir faire ces changements. Vous pouvez tester des choses, vous pouvez revenir en arrière. C'est la chance qu'on a. Hein. Voilà, vous n'êtes pas coincé pour 10 ans avec les mêmes garanties. Et donc, il faut oser ce questionnement. Reprendre le pouvoir. Reprendre Exactement, le pouvoir c'est pour ça, c'est d'être acteur de sa politique d'avantages sociaux, acteur de sa couverture santé, acteur de sa politique de rémunération. Faire vraiment être éclairé dans le choix, qui n'est pas toujours évident. Parce que je fais juste 2 exemples, ce que je trouve qui n'est pas facile. Donc, ça, c'est sûr, vraiment, soyez exigeants sur le reporting qui est fait et encore une fois, d'avoir le maximum d'éléments pour prendre la bonne décision. Ce qui n'est pas toujours évident quand même, c'est que, par rapport aussi à l'exemple que je donnais précédemment, c'est que quand vous êtes dans une entreprise où je dirais quand même il y a une homogénéité de situation, c'est plus facile que quand il y a une hétérogénéité de situation. Il y a des entreprises où il y a des écarts de salaire très importants entre les uns et les autres. Il y a des entreprises où, encore une fois, il peut y avoir des zones géographiques différentes. Et souvent, les régimes, vous savez que maintenant, les régimes sont quasiment les mêmes. Hein. Donc, c'est ça qui n'est pas toujours facile. Mais au moins, je trouve que avoir cette démarche en entreprise de se poser les questions. Alors, si vous êtes une petite entreprise, bien sûr, vous le faites à travers les différents salariés. Sinon, c'est aussi le rôle, dans certains cas, des partenaires sociaux. Mais je trouve que notre responsabilité, c'est vraiment de se poser la question. Rien n'est gratuit. Je suis tout à fait d'accord avec Benjamin. Je trouve qu'on a un beau modèle en France, mais que malheureusement, on l'utilise trop. Et donc, il y a des dérapages de dépenses. Et c'est ça qui fait que malheureusement, ça sera peut-être la fin de ce modèle-là dans les prochaines années. Donc, je ne veux pas être alarmiste, mais vous savez, on en revient sur cette question très responsable, y compris du climat. Je trouve que la RSE, il y a le sociétal, le climat, mais il y a aussi beaucoup de sociétal. Et il faut qu'on soit très, très respectueux de ça. Voilà, on est quand même dans des ressources qui seront aussi de plus en plus rares. La santé, c'est un coût. Oui, la santé n'est pas gratuite, elle a un coût. Et qu'il faut vraiment qu'à travers, et c'est aussi nous, le rôle de l'assureur et bien sûr du conseil, c'est d'éclairer, c'est de donner vraiment l'ensemble des éléments pour que le citoyen et donc le chef d'entreprise et ses salariés soient responsables et finalement intègrent volontairement ses choix. Je trouve que c'est vraiment la bonne démarche qu'il faut avoir. On a un système de santé qui est précieux en France et finalement, il faut le préserver et ça concerne les premiers, les citoyens et c'est aussi leur responsabilité, notre responsabilité de le préserver. Moi, je le vois parce que je vis en Angleterre. Donc, je connais le système de santé en Angleterre qui a des similarités puisqu'il y a un système aussi, c'est le NHS. Mais ça fait 6 ans que je vis ici. Je ne me suis jamais autant mal soignée parce que le système de santé n'est pas du tout comparable avec celui de la France. Et c'est en vivant là que je me suis rendu compte à quel point le système de santé français est vraiment précieux et excellent, mais il faut le préserver. Et donc, du coup, si je reprends un peu vos conclusions, chacun doit s'en rendre compte et chacun doit se responsabiliser sur l'utilisation que l'on en fait pour préserver ce système de santé. Oui, on a vraiment la chance, je rebondis parce qu'on a la chance, tous les étrangers nous le disent, hein. Ceux qui sont ou vivent à l'étranger, tous les pays, et puis moi je connais un peu aussi la santé à travers d'autres pays, on a quand même la chance d'avoir ce système en France. Mais, entre guillemets, il y a des abus, dû à ce que j'évoquais, hein, dû à cette culture finalement, depuis pas mal d'années. Et donc c'est ça qu'il va falloir changer. Alors ça ne se fera pas en un jour, mais encore une fois, c'est bien le fait d'avoir les statistiques, d'avoir précisément la consommation et de faire des simulations, c'est ce que disait Benjamin, qui vous permettra au moins d'apprécier la situation et prendre la décision en connaissance de cause. Je crois que c'est ça le principal message. Ce n'est pas forcément de faire moins de mutuelles, mais c'est de bien regarder vos garanties, de voir qui consomme, pourquoi c'est consommé et ce qu'on peut faire différemment. Voilà. Et se dire que voilà, le but n'est pas de dire voilà, ça, vous allez prendre 10 ou 15% avec le sourire, mais fondamentalement, je pense que c'est
un combat perdu d'avance de se dire ah ben zut, ça augmente et d'être en conflit par rapport à ça. Je pense qu'il faut assumer qu'il y a une tendance lourde d'augmentation. Mais par contre, voilà, ça, je pense qu'il ne faut pas mettre l'énergie ici. En revanche, à mon avis, l'énergie, il faut la mettre sur comment je me pose les bonnes questions et j'œuvre dans mon entreprise pour, ce qu'évoquait Guillaume, faire le dialogue social, me rendre compte des populations que j'ai, les cadres, les non-cadres, etc. Et puis, voilà, faire parler correctement à la donnée et pas dire, les non-cadres consomment plus, donc hop, c'est eux qu'on va tartiner et puis les autres non. C'est voilà, comment je veux colorer mon avantage social. C'est quoi J'ai un outil, et cet outil, comment je m'en sers dans l'entreprise. Le seul truc, c'est que l'outil devient de plus en plus cher. Oui. Et encore, il n'y a pas de solution pour que ce soit moins cher, malheureusement. Exactement. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas se tromper. C'est ce que, pour reboucler par rapport au début, on va de toute façon dans une période où, je ne reviens pas, c'est tout l'exposé que j'ai fait, où de toute façon, le budget va augmenter. Sauf qu'à ISO garantie, la complémentaire va augmenter pour les raisons que j'évoquais. Soit des taxes supplémentaires, soit des transferts de charges, etc. On va y venir. Voilà, donc c'est ça. Donc on voit bien que la seule après solution, c'est de se dire dans un monde où le coût augmente, quel est mon choix? Ou effectivement, je considère, finalement, voilà, ça fait partie du système, et donc finalement, j'accepte ces augmentations, ou on est plus éclairé, plus responsable, on se dit finalement, dans ce monde qui augmente, je vais devoir faire des choix pour maîtriser le coût. Voilà. Et c'est quels sont les choix que je fais? Benjamin, une question pour toi, je pense. Frédéric qui dit donc, OK, vous êtes en train de dire que les prix des mutuelles vont continuer à augmenter, mais comment vous protégez le pouvoir d'achat des salariés alors? Le pouvoir d'achat, c'est pour ça que je faisais la petite blague en introduction, parce qu'il y a des solutions et il n'y en a pas. Le pouvoir d'achat, en se disant comment je fais en sorte que le coût soit neutre, il ne le sera pas. Parce que, en fait, c'est un avantage qui vient rembourser des prestations, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ces prestations augmentent. Donc, c'est-à-dire que fondamentalement, structurellement, il y a une perte de pouvoir d'achat. La question, c'est de se dire, ou bien j'assume qu'il y ait effectivement une perte de pouvoir d'achat. Moi, comment j'agis en tant qu'entreprise? C'est mon premier cas, c'est de se dire, si tout le monde consomme, c'est plutôt malin que je l'intègre dans ma politique de rémunération, parce que plutôt que, si on reprend le premier niveau de solution, plutôt que de te donner 100 € d'augmentation qui va me coûter 150 et qui fait qu'à l'arrivée, tu auras 55 dans la poche, c'est moi, entreprise, qui vais financer le delta de la mutuelle et qui fait que, comme c'est utilisé, c'est des euros malins. Et donc, finalement, c'est moi qui paye le budget et c'est des euros plus utiles parce que là encore, ils sont dépensés. Les salariés en ont pour leur argent. Ça, c'est le premier cas. Mais dans le cas qui est le plus fréquent où quelques-uns consomment et font exploser à l'échelle de la boîte les frais, et là encore, c'est de se dire, soit vous assumez et là, vous dites, OK, santé totem, je veux protéger, et là encore, c'est noble de faire ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit vous faites moite-moite avec le salarié, et donc vous ne préservez pas tant que ça le pouvoir d'achat. Mais en même temps, ce qu'on a oublié de rappeler, c'est que quand vous avez consommé 130 et payé 100, il y a eu par la surconso du pouvoir d'achat. Donc si ça continue, il faut rappeler que c'est un élément qui est préfinancé, mais qui n'est pas régularisé. Vous n'êtes pas sur des charges de copropriété. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que l'assureur peut vous demander d'avoir un juste prix pour l'année d'après, mais il projette sur l'année d'après. Ce qui est passé est passé. Donc, quelque part, le salarié qui a consommé, il a eu du pouvoir d'achat en plus. Mais donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est ou bien, vous, comme le premier cas, vous décidez de le prendre à votre charge et vous l'intégrer à votre statut de rémunération, mais c'est un peu inéquitable. Ou bien vous payez et puis vous dites de toute façon, ce n'est pas du pouvoir d'achat puisque c'est de l'assurance. Donc, une assurance, c'est comme ça. Ça s'applique et je paye. Et donc, que je consomme pas, je vais payer et on va payer pour tous. Ou bien, vous avez cet axe-là qui est de se dire, si je suis focus pouvoir d'achat, c'est peut-être inéquitable. Et donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? En fait, vous baissez les garanties pour tous les effets potentiellement vertueux que ça peut avoir de se dire qu'il y a plus ce côté bon goût du gratuit. Il y a ce côté où, si vous avez un déficit d'usage dans la boîte, plus vous baissez les garanties, plus vous maximisez l'usage moyen auprès des collaborateurs. Donc, c'est plus équitable. Et tout ce qui est économisé, vous le redéployez sur d'autres dispositifs ou sur du salaire si vous voulez. Donc, quelque part, quand vous prenez 10%, si vous baissez de 20% votre couverture, vous avez absorbé l'augmentation et potentiellement, vous pouvez même redispatcher des euros. Et qui va être pénalisé là-dedans? Ceux qui consomment, mais ils ont la possibilité de prendre une option s'ils le souhaitent. Vous voyez, donc il y a un côté, effectivement, une des solutions au maintien du pouvoir d'achat, c'est une forme d'individualisation.
mais il n'y aura pas de pouvoir d'achat global, sauf être dans le premier cas. Vous ne pouvez pas améliorer le pouvoir d'achat de manière globale pour tous les salariés dans un contexte de dérive de frais de santé et en restant sur un principe de santé totem. Oui, il faut quand même peut-être rappeler que on fait toujours ce mélange entre la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire. La sécurité sociale, c'est quelque part, là pour le coup, c'est voté par les pouvoirs publics. Et donc tout le monde, en tout cas actuellement, tout le monde a exactement la même contribution à la sécurité sociale. La mutuelle complémentaire, c'est bien un choix d'entreprise. Il y a l'obligation depuis 2016, que l'a rappelé Benjamin, mais l'entreprise qui est souscriptrice du contrat d'ailleurs peut changer d'assureur. Donc de toute façon, elle peut quand même faire jouer la concurrence. Je ne vais pas assurer, c'est liberté, la concurrence. Donc ça, c'est le premier axe. Et donc bien sûr, il peut y avoir des prix différents selon les assureurs et les mutuelles. Et le deuxième axe, comme l'a dit Benjamin, c'est quand même de réduire les garanties. Le fait de réduire les garanties, ça baisse le tarif. Donc il y a des possibilités. Là aussi, je ne dis pas qu'il faut le faire toujours, mais en tout cas, là où la sécu, entre guillemets, c'est des prix qui sont encadrés, la partie complémentaire, il y a cette liberté tarifaire, cette liberté de choix de garantie. Alors, quand c'est des boîtes importantes, ça peut nécessiter le fait de le faire avec les partenaires sociaux, le dialogue social. Mais bien évidemment, l'entreprise est libre finalement de choisir le niveau de garantie et donc d'ajuster quand même le tarif. Alors, Guillaume et Benjamin, j'ai une remarque pertinente à vous partager qui est dans le chat de la part de Mathieu. J'aimerais bien avoir vos réactions face à ça. Il dit, je suis d'accord avec vous, mais alors il rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la responsabilisation des citoyens face à la consommation. Et donc il dit, je suis d'accord avec vous, mais c'est un monde idéal que de penser que chacun pensera collectif au détriment du personnel. En ma qualité de responsable RH, ça fait 3 ans que je sensibilise mes collaborateurs pour avoir une consommation plus responsable, mais tous les ans, je constate une surconsommation. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, parce que ça, c'est des cas qui sont que je connais régulièrement. Et déjà, la première chose, encore une fois, c'est éclairer. C'est que je ne sais pas cette personne, quelle est sa mutuelle, quel est l'ensemble des informations qui lui sont remontées. Mais plus on remonte de l'information pertinente, l'objectif, ce n'est pas non plus de tout remonter, mais de l'information pertinente, plus, en tout cas, je pense que il peut avoir une sensibilisation collective. Et après, pour répondre, je suis RH et j'ai des collaborateurs, d'après les statistiques, qui surconsomment, comme l'évoquait Benjamin. Après, il faut voir, encore une fois, si c'est normal, pas normal, ce que j'évoquais, si c'est hétérogène, etc. Mais c'est de dire, voilà, il y a une surconsommation, faisons le choix de baisser les garanties ou certaines garanties. Parce qu'encore une fois, c'est bien parce que vous avez un reste à charge plus important que vous allez moins consommer. Toutes les études montrent, il y a des pays où où les restes à charge sont plus élevés, la fréquence de consommation est plus faible. Donc après, c'est bien un choix de l'entreprise et de ses salariés de dire, voilà, au début, j'ai sensibilisé les uns les autres. Malheureusement, ça n'a pas marché. Est-ce que collectivement, on fait le choix de baisser les garanties? Et on voit au bout d'un an, finalement, est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Très clair. Donc on en revient à ce point de départ où il va falloir chercher à identifier et comprendre les usages dans l'entreprise. Exactement. C'est vraiment le point de départ où on en revient. Et la réponse à Mathieu est celle-là, c'est de se dire c'est vous qui avez les cartes en main en fait. Et puis la sensibilisation, moi je vous rejoins, ça va pas marcher à chaque fois, malheureusement. Et puis vous êtes exposé à, il faut avoir 98% des salariés qui l'entendent, et puis il suffit que les 2 gros consommants ne le fassent pas. Et donc, l'intelligence collective, elle n'est pas toujours évidente à trouver. Mais vous avez les cartes en main une expression que j'aime pas trop, mais qui est schématique, c'est pollueur-payeur. C'est de se dire que plus vous baissez les garanties, plus forcément celui qui surconsomme et qui fait peser à la collectivité va auto-financer une plus grande part de sa conso. Et ça répond à la remarque de Frédéric qui dit « Je vois pas l'intérêt de baisser les garanties ». Tu viens d'y répondre. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas un renoncement. Déjà, je redis ce que je disais, c'est que y a le renoncement aux soins, il ne faut pas le brandir comme ça, comme le chiffon rouge. C'est assez. On a un système de sécurité sociale, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que souvent il y a un amalgame qui est fait, qui est généreux et qui permet de ne pas renoncer aux soins.
Donc, la complémentaire, c'est en plus. La question, c'est sur quel poste et pour qui. Il faut se poser. Un exemple, la médecine douce. La médecine douce, on s'aperçoit qu'il y a un énorme écart. C'est que soit les gens ne consomment pas, soit ils consomment toutes les séances. C'est bizarre quand même, consommer toutes les séances. Et sondez autour de vous les gens qui vont chez l'ostéo. Je raconte les ostéos, péter le dos, vous avez besoin, mais voilà, globalement, il y a ce côté de tiens, j'y ai droit, donc j'y vais. Bon, à partir du moment où vous vous dites qu'il y a une couverture de base où la séance elle est remboursée peut-être 30 €, vous avez 2 séances, et puis ensuite, si tu veux un upgrade et si tu veux 5 séances et que ce soit remboursé 70 €, tu peux, mais c'est de ta poche tous les mois. Quelque part, alors oui, tu vas la prendre si tu sais que tu vas consommer, mais tu vas la payer. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand les prix vont monter, les prix vont monter de manière différente entre les prix individuels et puis le prix collectif. Donc, en fait, il est là l'intérêt, c'est que quand vous passez le message, vous n'arrivez pas à responsabiliser, il y a des moyens de forcer la responsabilisation. Mais ça doit passer par le fait de se poser la bonne question, d'avoir accès aux données, d'en parler, parce qu'il ne faut pas que ce soit vécu comme une baisse pour tous. Je pense qu'il faut vraiment communiquer sur le pourquoi du comment. Et là, il y a un contexte qui est favorable finalement à cette communication, parce que quand vous prenez 10-15% par an d'augmentation naturelle, etc., on en revient au fait que c'est le salarié qui va financer au bout du bout. Donc, au même titre que le salarié qui va devoir payer un peu plus de sa poche sera mécontent, il y en a qui vont quand même payer moins, tout simplement. J'aimerais juste, parce que je crois qu'il nous reste peu de temps, et je vois dans le chat des choses qui me paraissent intéressantes. Je vois la prévention. Alors oui, même si, vous savez qu'en France, il y a un vrai sujet. Globalement, on est plutôt dans un système curatif, là aussi, culturel, notamment médical, par rapport à d'autres pays, par rapport que de la prévention. Même s'ils sont en train d'évoluer quand même, et que oui, la prévention, c'est, comment dirais-je, un élément, mais vous voyez, la prévention, c'est aussi les pouvoirs, c'est l'État. Les mutuelles ne peuvent pas, n'ont pas les mêmes budgets pour faire la prévention. N'empêche que, on pourrait aussi, par rapport à ce que dit Benjamin, avoir des cas où on se dit, je baisse mes garanties moyennes, mais je réserve du budget. Il y a aussi des mutuelles ou des assureurs qui ont de l'action sociale pour justement les cas, tu parlais d'un handicapé, les cas un peu lourds. Donc les cas un peu lourds peuvent être traités en dehors de la mutuelle. C'est des choses qui existent. Donc là aussi, il y a quand même des mesures. On a peu de temps, mais c'est des mesures qui existent chez les assureurs. On a nous, du service de la protection sociale qui peuvent aider les personnes dans des situations difficiles. Il y a d'autres questions qui me semblent intéressantes là sur les histoires des socles et des options. Alors, bien évidemment, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que prise en charge du socle, moitié entreprise, moitié salarié, 100% des options sur la partie, bien sûr, financement des salariés. Mais de toute façon, il ne faut pas se tromper. Plus finalement vous avez socle plus options importantes, ça veut dire que votre reste à charge va être faible et donc vous allez être incité à consommer. Donc ça veut dire que c'est bien tout cet équilibre aussi qu'il faut revoir. D'accord ? Après, si encore une fois, bien évidemment, c'est une possibilité, si le salarié, lui, a envie, un choix personnel, comme le disait Benjamin, de financer des options parce qu'il considère que ça fait partie de son confort ou c'est une nécessité de santé, ça peut être ce mécanisme de socle et les options peut être un bon mécanisme. C'est un entre-deux qui est intéressant. Donc, vous voyez, tout ça pour dire qu'il y a quand même plein de pistes. Là, on a le webinaire dure qu'1 heure, mais il y a plein de solutions. Et donc, n'hésitez pas à en parler avec votre conseil, parce que plein de choses existent, justement, pour adapter en fonction de la singularité de votre situation. Mais ça nécessite finalement d'avoir des statistiques et d'avoir un conseil qui vous permet d'avoir une approche la plus modulable possible pour adapter en fonction de votre propre situation. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin à partager pour conclure ce webinaire, Guillaume, Benjamin ? Oui, je laisserai Benjamin conclure. Moi, en fin de compte, je pense qu'en synthèse, c'est de dire oui, il y aura une augmentation inéluctable des budgets santé et prévoyance, vous l'avez bien compris, des entreprises, la protection sociale des entreprises. 2, qu'on a quand même la chance d'être dans un beau système, et je ne dis pas qu'il faut revoir intégralement le système, c'est ce que vous disiez, par rapport aux autres pays, on a quand même la chance d'avoir un accès aux soins qui est largement supérieur à la moyenne des pays développés, mais que 3, vous, en tant que RH, avec les salariés, vous pouvez prendre des décisions éclairées.
Et c'est ça qui est important. Il y a vraiment des possibilités. Vous n'êtes pas cadré, vous êtes cadré par la Sécu, mais pas par la complémentaire. Donc, c'est à vous de prendre les choix, c'est à vous de vous y intéresser. Je ne dis pas que c'est une matière qui est facile, mais c'est à vous de vous y intéresser et d'être exigeant vis-à-vis de votre conseil. Très clair. Benjamin, Pas un petit mieux. mot pour finir. Non, c'est ça. Accueillez les augmentations de fin d'année avec le sourire. De toute façon, c'est comme ça, malheureusement. Et derrière la boutade, voilà, devenez acteur de votre exiger d'avoir les infos. Prenez le temps. Guillaume le disait, retournez-vous vers votre conseil, demandez à comprendre. C'est une matière qui n'est pas simple, qu'il faut comprendre. Mais vous avez les cartes en main. Voilà, vous avez les cartes en main pour que sur cette partie qui augmente, qui vient taper dans votre portefeuille, c'est comme voyez ça comme un budget perso. Hein, vous avez un budget perso, vous pouvez l'allouer, mais réfléchissez vraiment et communiquez pour le salarié de manière un petit peu plus globale sur le package global de ce que vous offrez et évitez la potion amère de ça devient hors de contrôle et je réduis. Je pense que ça mérite vraiment de sensibiliser ces salariés sur le pourquoi du choix, que vous baissiez vos garanties, mettez des options, que vous continuez aussi, hein, et que vous preniez l'augmentation, que vous supportiez vous-même l'augmentation, que vous la fassiez supporter en partie à vos salariés. Je pense que c'est quelque chose qui peut être redescendu à l'échelle de l'entreprise. Et ça, voilà, c'est un bon sujet de dialogue social, de confiance réciproque. Parfait. Eh bien, Guillaume, Benjamin, merci beaucoup pour vos éclairages et d'avoir répondu aux questions. Il y a eu de nombreuses réactions, de nombreuses questions. Merci à vous qui étiez présents et d'avoir été autant impliqués. On a apprécié vos réactions. J'espère que vous repartez vous-même avec des pistes, des éclairages pour terminer cette année en beauté. Moi, je vous retrouve très bientôt. On a encore d'autres éditions qui arrivent la semaine prochaine. Je vous retrouve dès mardi. Mardi, on parlera accompagnement de la montée en compétences, les leviers à activer en tant qu'RH. Ça se passe mardi à 11h, toujours sur Culture RH. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci encore, Guillaume. Merci encore, Benjamin. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous deux. Bonne journée. Au revoir tout le monde.